Merci en tout cas de toujours accepter de répondre à nos questions. Eh bien, notre invité ne va pas tarder à nous rejoindre. Il porte quand même le nom d'un grand footballeur ivoirien, Kassi Kouadio. Bon, on a supprimé le Lucien, mais il s'appelle Kassi Kouadio. Il est sans emploi depuis 1983. Je vous demande de faire un triomphe pour l'accueillir. Ils sont sympathiques, hein? Ils sont sympathiques dans ce studio. Je remarque, oui. Vous l'avez remarqué. En tout cas, merci à vous d'être sur notre plateau, Monsieur Kassi Kouadio. Je rappelle que vous êtes sans emploi depuis 1983 et diplômé surtout de l'NCA, c'est-à-dire l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Voilà. Anciennement lauréat de mathématiques en classe de 3e. Vous avez travaillé donc pendant 3 ans de 1980 à 1983 au Centre national des bureaux de fret. C'est bien cela. Voilà. Donc déjà, pour ce qui est de votre parcours, ça nous montre que vous étiez quelqu'un de brillant. Malheureusement, votre monde, on va le dire, va peut-être s'écrouler en 1983 où vous perdez votre emploi. Alors, dans quel état d'âme on se retrouve quand cela arrive? Quand on a été habitué à un salaire fixe, quand on a été habitué à avoir des sources de revenus et que du jour au lendemain, ça s'arrête, comment est-ce qu'on se sent? Ben, ça ressemble à un défi qu'il faut relever. Et donc, il faut avoir confiance en soi et savoir qu'on peut se battre et survivre et ne pas se laisser écraser parce qu'on vient de tomber au chômage. Il faut toujours envisager une solution. Mais il y a forcément un choc quand même. Je veux dire, puisqu'on n'est pas forcément préparé à cela, dès qu'on reçoit cette nouvelle, avant de se refaire ou de se faire un moral, il y a forcément un choc. Ça dépend. Ça dépend de la force intérieure de chacun. Et c'est une question aussi d'éducation et de vision du monde. Ça vous a trouvé dans quelle situation? Vous étiez déjà père de famille, marié? J'étais marié traditionnellement, j'avais déjà 2 enfants. Hein. Ah. Ouais. Et c'est justement à la naissance du 2e que j'ai subi ce coup. En 1983, mon 2e fils naissait. Dans le même mois, je tombais au chômage. Mon étonnement se situe au niveau de l'école d'où vous sortez, parce que c'est une école qui a une très très belle réputation et quand on sort généralement de cette école, je veux dire qu'on n'a pas du mal à pouvoir trouver un emploi, généralement. Je ne sais pas si les choses sont en train de changer, justement surtout à cette époque. Est-ce que, je veux dire, après cette expérience, vous avez cherché, vous avez déposé vos dossiers dans certaines entreprises pour pouvoir avoir du boulot? Et bien sûr, on le fait. Mais après avoir déposé les dossiers, en attendant qu'on vous embauche, on vous appelle, il faut se battre, puisqu'il faut vivre, il faut manger, on a les enfants à nourrir, on a un loyer à payer. Et en attendant que vous trouviez un autre emploi, il faut vous employer vous-même. C'est très bien dit. Alors, comment arrivez-vous à combler le vide pendant toutes ces années? Qu'est-ce que vous faites pour subvenir aux besoins de la famille, puisque vous êtes sans emploi? Je me sentais le devoir de me débrouiller pour m'occuper de ceux que j'ai mis au monde. Et concrètement, ça a donné quoi? Ça m'a permis de m'occuper d'eux. Non, je veux dire que quand vous dites vous vous débrouillez, c'était quoi? Qu'est-ce que vous faisiez comme activité alors? Lorsque vous n'avez pas de ressources pour vivre, il faut imaginer une activité qui peut vous générer des ressources pour vivre. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et c'était quoi ces activités? Ça peut... En fait, il y a du boulot. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, il y a du boulot. Mais je veux dire, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez exercé dans les premiers temps comme activité? Dès que je suis tombé au chômage, j'ai commencé d'abord avec la toute petite enveloppe que j'ai reçue.
D'accord. En partant de la société. On peut avoir une estimation de cette enveloppe? Oh, c'est une indemnisation, je crois, qui tournait autour de... C'était très faible parce que bon, je n'étais pas... Je faisais seulement 3 années. Bon, ça n'atteignait pas le million. Hein. D'accord. Bon, ça m'a permis... Un peu plus de la moitié. Oh, non, oui, un peu plus de la moitié, bien sûr. Mais ça m'a permis parce que j'avais une voiture, un véhicule personnel. D'accord. Et donc, avec ce petit fonds-là, j'ai commencé à faire du commerce de manioc. J'ai acheté ça dans les environs, dans les villages voisins, d'ici sur un rayon de 30 km. Vous viviez à Abidjan? Oui, j'étais à Abidjan, j'étais à Bobo, oui, à côté, à Tchengué, etc. Et moi, j'allais avec le petit coffre de ma bagnole, j'allais prendre du manioc, puis je venais vendre dans les villages ouvriers comme le Kodjiro, Abodomé et autres. J'ai fait ça, et ça me permettait de vivre, ça me permettait de faire face à mes charges. Et puis après la vente du manioc, j'ai commencé à penser à un retour à la terre, où là-bas, je pratiquais aussi la pêche. Ça me réussissait bien, je vendais des poissons aux instituteurs du village. La pêche artisanale? Oui, oui. J'avais une technique de pêche qui me permettait de capturer de gros poissons dans les lacs et que je revendais aux instituteurs. Et j'avais moi aussi mes champs. C'est très intéressant, mais est-ce que c'est des activités que vous connaissiez déjà auparavant? Non, je m'adapte. On s'adapte. C'est-à-dire que vous n'aviez aucune expérience? L'intelligence se définit comme la faculté de l'esprit qui permet de comprendre, de concevoir et de s'adapter aux situations nouvelles. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter quand vous êtes dans une situation difficile, écoutez, c'est une faiblesse. Et donc, j'étais obligé de m'adapter. Je n'ai pas besoin d'apprendre à faire un champ. Je peux imaginer comment ça se fait. J'ai plusieurs fois. Et vous vous informez aussi? Oui, et je faisais la pêche. Moi, pour commencer la pêche, j'ai rencontré un jeune pêcheur quand j'allais au champ. Et il avait de gros poissons, des silures. Je dis, mais écoutez, comment tu enlèves ça? Il dit, ben, je mets du poisson, je mets du savon, des petits morceaux de savon, ou des hameçons, et je mets dans l'eau. Et le lendemain, je viens, les poissons, je les capture comme ça, puis je vais les vendre. Alors moi, j'ai commencé à faire comme lui, et j'en capturais beaucoup, que je le vendais. Et j'avais mon champ. Ensuite, je suis revenu en ville, et puis bon, j'ai commencé à m'adonner à la vente du savon. Je vendais des tout petits morceaux de savon comme ça. Du savon fabriqué par vous-même? Ben non, c'était de la fabrication artisanale, c'était local. Et moi, j'achetais et je reconditionnais ça. J'achetais un petit morceau comme ça à 100 francs, qui avait à peu près la grosseur d'un paquet de cigarettes. Et puis bon, je menuisais ça. Hein, le morceau que j'ai acheté à 100 francs, je menuisais en 8 morceaux. Je le conditionnais dans des tout petits sachets comme ça. Et puis bon, je me promenais à essayer, je vendais 100 francs, 100 francs. Pour une dépense de 1000 francs, j'avais 80 morceaux de savon. Wow. Et je vendais ça. Si on calcule bien, et donc, pour 1000 francs dépensés, j'ai eu 1000 francs. Donc, j'ai eu une marge brute de 7000 francs CFA tous les jours. Et je ne ratais pas parce que il fallait bien parler pour les vendre. Et je réussissais toujours à les vendre. Non, mais déjà même au début même de l'entretien, on a affaire à un mathématicien, statisticien, mais à la fois philosophe. Parce que depuis, on apprend beaucoup. Très bon commercial. Et un entrepreneur né. Et donc, je faisais ça. Et puis après, bon, le savon. Et puis, puisque j'avais un vieux rêve depuis l'enfance, je pensais à l'écriture. Alors, tout de suite, j'ai eu une autre inspiration. Avant de passer à l'étape de l'écriture, je veux dire, est-ce que ces activités quand même vous permettaient de scolariser vos enfants, de les nourrir convenablement, de les soigner, de vous occuper de votre épouse, de votre femme? 7 000 francs CFA, ce n'est pas une grosse somme, mais quand même, ça peut permettre de nourrir une famille. Oui, donc le minimum, vous assuriez quand même le minimum? Oui, je pouvais. Donc, pour revenir maintenant à l'écriture dont vous parlez, c'est un rêve que vous connaissiez c'est un vieux rêve depuis 1982. le primaire. Non, depuis le primaire, moi, je n'avais dit que pour les écrivains. Quand j'entendais parler, on parlait de Léopold Sédar Senghor ou de Bernard Bédadier, pour moi, c'était des surhommes, quoi. Et donc, moi, je les imitais, je voulais être écrivain. Et ce vieux rêve-là a ressurgi à moi. Et pendant que je vendais les savons, j'écrivais.
Et puis, paf, j'ai sorti ma première brochure qui a pour titre là, la pauvreté est un état d'esprit, comment en sortir. Parce que j'avais compris que c'est un blocage au niveau de la mentalité qui faisait qu'on était pauvre. En fait, on n'est pas dans la pauvreté. La pauvreté est en nous. La pauvreté est dans le pauvre. Et donc, si vous combattez cette mentalité qui désarme le pauvre et qui fait qu'il ne peut pas sortir, ne peut pas s'épanouir, si vous arrivez à combattre ces 4 cas qui ont pour nom les illusions, la paresse, les mauvaises habitudes et une certaine forme très préjudiciable d'ignorance, eh bien, la personne sort. Ignorance, vous ne savez pas comment on fait un champ. C'est une ignorance. Il faut le faire. Vous ne savez pas comment on capture les poissons. Il faut s'instruire. Il faut auprès de quelqu'un. Voilà. Donc, il y a une certaine forme. On peut revenir sur les 4 causes. Les 4 cas, il y a les illusions. Les illusions. La paresse. Les illusions que vous définissez comment? Mais les illusions, c'est la mauvaise lecture de la vie. C'est les erreurs de lecture de la vie que j'appelle les illusions. Voici quelqu'un, par exemple, qui n'a pas honte de dormir au salon de son oncle, mais il a honte d'aller sur l'autoroute là, prendre du charbon, le petit sac de charbon, revenir avec des bagnoles en frais de retour là, qui viennent vides. Ils vont déposer la marchandise à l'intérieur et reviennent vides. Bon, vous êtes au bord de la route avec vos sacs de charbon. Si vous voyez une bâchée ou bien un truc qui passe, vous sautez dedans. Vous venez vous arranger avec le chauffeur. Ici, vous faites des petits paquets de 100 francs. À côté de votre cabine, vous gérez une cabine, par exemple. Vous avez votre petite montagne, votre petite colline de sachets de charbon. Et les femmes du quartier vont vous prendre ça. Ça vous fait de l'argent. Mais vous avez honte d'exercer ça parce que soit vous avez une maîtrise en économie. Mais vous n'avez pas honte de dormir au salon de votre oncle. Ça, c'est une mauvaise chose. Ils sont nombreux comme ça dans le quartier. Ils sont très nombreux. Je veux savoir, est-ce que ce que vous dites est tellement bien que je veux savoir si cette philosophie, cette vision de la vie donc, que vous avez aujourd'hui, c'est maintenant que vous voyez la vie ici ou bien auparavant même, vous la voyez comme ça? Mais je la voyais comme ça, c'est pour ça que je vous ai parlé d'éducation, de confiance en soi et de force intérieure. C'est pour ça que quand je suis tombé au chômage, je n'avais pas peur. Je savais que je mais on a l'impression que vous vous attendiez même au chômage, mais parce que dès que ça arrive, vous amortissez, en même temps vous rentrez. On dirait que vous attendez. Est-ce que... Non, mais sa question est quand même intéressante. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y avait des prémices de votre licenciement? Parce que souvent, quand on sait qu'on va être renvoyé dans un lieu de travail, non, on voit déjà le patron vient, il ne vous dit même pas bonjour. Il dit, c'est que 2 jours, il va me renvoyer. Est-ce qu'il y avait déjà des prémices et puis vous êtes préparé en vous êtes philo, vous êtes philo. Vous êtes philosophe. Vous êtes philosophe, c'est ça. Psychologue. Il faut s'attendre dans la vie là, il faut s'attendre à tout. Et il faut être prêt à affronter toutes les situations qui se présentent. C'est ça un homme. Il faut s'attendre à tout. Aujourd'hui, vous travaillez, vous croyez que c'est la fin du monde, c'est fini. Mais non, tout peut arriver. Tout peut arriver mais au moment où ça arrive, ne soyez pas étonnés. Affrontez les 2 états avec le même front. Et ça, c'est une force de caractère que tout le monde devrait cultiver, développer. Merci beaucoup, oui, Alissa. Moi, je suis très flattée par votre histoire. Vous étiez préparée, mais et votre femme, comment est-ce qu'elle a vécu toute cette situation? Elle est partie. Oui. Non, elle n'était pas partie. Parce que quand vous tombez au chômage, la femme, elle s'en va quand ça ne va pas. Mais moi, ça allait. Elle n'est pas partie. La séparation n'est pas venue de là. C'était lié à un problème politique. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, voilà. Mais ce n'est ni sa faute, ni la mienne. C'était un cas de force majeure qui avait un parfum de politique. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour revenir à vos œuvres, puisque vos œuvres ont commencé à être éditées et commercialisées à partir de 2010, il faut dire que 2010. Vous avez sur le marché Miss Iba contre les génies de la forêt. C'est un recueil de contes. Il y a Kraka, 10 questions avec réponse pour tester votre intelligence. Oui. La pauvreté est un état d'esprit, comment s'en sortir, dont vous venez de parler. La misère des faux riches, comment choisir sa femme pour ne jamais divorcer. Il faut dire que ce sont des pamphlets. Hein. Ce sont oui, c'est des pamphlets, c'est des tout petits livres. Oui, on peut les voir, vous les avez sur vous là. Oui, c'est des tout petits livres. En fait, bon, mais... C'est pas aussi petit que ça, mais je les ai fait petits exprès. Petit de par la forme. Non, en fait, petit par la forme. Mais puisque j'ai écrit ça avec une police de 7,5, c'est-à-dire que si je mets ça en police 14, ça a du volume. Hein. Mais voyez, ça c'est pour prendre au piège ceux qui ont la paresse de lire. On se connaît ici. Les gens n'aiment pas lire.
Donc, quand ils prennent ça, ils se disent, mais ça, je vais en faire une bouchée. Et quand ils montent, dessus. Ils regardent, c'est écrit petit. Ouais. Mais alors, quand ils commencent, mais je fais en sorte qu'ils n'arrêtent pas la lecture. Parce que j'ai une plume qui accroche et qui te tente et qui veut que tu continues. Il te pousse. Et puis, paf, il sort. En même temps, quand je vois la plupart des titres, je me dis, c'est de vous, en fait, que vous parlez. C'est un peu de vos différentes expériences que vous parlez. Non, je ne Parce parle... que comment choisir sa femme pour ne jamais divorcer quand on sait que vous êtes séparés, la misère des faux riches, peut-être vous vous mettez ou vous avez un point de vue, un autre regard sur, on va dire, cette pseudo-richesse ou encore la pauvreté est en état d'esprit, comment s'en sortir. Peut-être votre propre expérience, vous qui avez été chômeur pendant de longues années et qui avez réussi tant bien que mal à subvenir aux besoins de votre famille. C'est ça qui m'envoie. Vous voyez juste, vous voyez juste. En fait, c'est comme ça. Ma force, c'est que je tire toujours profit de mes échecs et de mes situations compliquées. Vous voyez, la longue période de chômage que j'ai affrontée, ça m'a permis de sortir, de me débrouiller et donc de dire aux autres qu'on peut combattre la pauvreté. C'est pour ça que j'ai sorti la pauvreté est un état d'esprit, comment en sortir. C'est fort de mes propres expériences. Ensuite, comment choisir sa femme pour ne jamais divorcer? Je me suis demandé pourquoi, malgré la bonne foi de cette dame et moi, ma bonne foi, pourquoi ça n'a pas pu marcher? Alors, je ne me suis pas limité à mon propre cas. J'ai commencé à me poser la question sur les autres cas de divorce. Et j'ai recensé 20 causes naturelles de divorce dans l'espace et le temps. Et c'est sur cette base que j'ai mené mon étude. J'ai dû partitionner ce référentiel en 6 classes d'équivalence. Et c'est lequel qui a été plagié parmi C'est ce qui a été plagié, voilà, c'est ce test qui a été plagié. Alors, en partitionnant ce référentiel de causes naturelles de divorce en classe d'équivalence, j'en ai obtenu 6 classes. Et toutes les causes naturelles de divorce d'une même classe d'équivalence sont engendrées par le même défaut humain. Est-ce que vous avez juridiquement poursuivi ceux qui vous ont plagié? Ben non, je n'ai pas les moyens pour les poursuivre. Et c'est parce qu'ils savent que je n'ai pas les moyens pour les poursuivre qu'ils se sont payés le luxe de me plagier alors que les documents étaient protégés. Les documents sont protégés. Ah, ils sont protégés. Oui, il y a un dépôt. Sur chaque document, il y a un dépôt légal. C'est déclaré aux archives nationales de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est déclaré aussi au Burida. C'est les mêmes livres. Hein. La seule différence, il y a 2 façons d'éditer un livre. Vous passez par une maison d'édition qui a une existence légale pour éditer votre livre, auquel cas, c'est la maison qui s'occupe de tout. Et à la fin de l'année, on vous verse des droits d'auteur, qui généralement sont des miettes. Ou alors, vous mettez la main dans la poche et vous éditez vous-même votre livre. Mais dans tous les cas, il faut que le livre soit protégé par un dépôt légal. Une fois que vous avez le dépôt légal, vous avez l'autorisation de vendre le livre à l'intérieur du territoire. Et vous n'avez pas de problème pour ça. Et donc, voilà. Vivement que des solutions soient trouvées au problème du plagiat. En tout cas, s'il y a des bonnes volontés qui veulent bien m'aider à poursuivre ces personnes qui m'ont plagié, en tout cas, ça peut débloquer. Sait-on jamais. Alors, pour ce qui concerne... En ce qui concerne vos enfants, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fiers d'eux, de ce qu'ils sont devenus, tout cela? Ben, en tout cas, moi, je ne pense pas avoir échoué à ce niveau parce que voici mon dernier qui est assis là, moi, il me plaît bien. Hein. il est beau gosse en plus. Oui. Cassie, voilà. Yao, Eric. Cassie, il est âgé de 26 ans. Comment? Il est âgé de 26 ans, vous l'avez dit? Il faut la trentaine, je pense, maintenant. Ah, d'accord. C'est un grand monsieur. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Il y a forcément des milliers de chômeurs qui nous regardent en ce moment. Quels sont les conseils que vous pouvez leur prodiguer? Moi, honnêtement, j'ai le sentiment que le système qui régit la Terre aujourd'hui souffre d'une grave défaillance. Honnêtement, ce système qui gère la planète Terre souffre de grosses lacunes, d'une très grande défaillance. Si la jeunesse qui se forme pense qu'au bout de la formation, elle sera absorbée, le pays va l'employer, qu'elle cesse de se faire des illusions. Que chacun essaie d'envisager autre chose. Une sortie de pauvreté individuelle, c'est possible. Moi, je l'ai fait. Pourquoi pas eux? Je ne suis pas plus intelligent qu'eux.
je ne suis pas plus courageux qu'eux. Ils peuvent le faire aussi. C'est une question de complexe. Ils ne veulent pas. Bon, d'accord. Heureux suite aux hommes de bonne volonté. Si vous ne le voulez pas, vous allez rester dedans. Mais si vous comptez sur l'État, moi, je ne vous décourage pas, mais je vais vous dire, je ne vous encourage pas. Très belle conclusion. Très belle conclusion, monsieur Kassi Kouadio. On a été vraiment enrichis par votre témoignage. Vous êtes aujourd'hui écrivain. Merci. En tout cas, moi, je retiens que vous êtes un modèle de courage, un modèle de persévérance. Vous êtes quelqu'un qui arrive quand même à transformer ces obstacles, ces difficultés en solutions. Merci encore une fois d'être venu partager cette belle expérience avec nous sur ce plateau. On va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission, mais avant, pub.